وليس فقط المسؤولين. Une aire d'autoroute au nord de la Grèce. Un froid glacial et l'attente pour des centaines de migrants. C'était fin janvier. La plupart arrivent directement de Syrie. Comme plusieurs centaines de milliers de leurs compatriotes l'ont fait l'an dernier, ces Syriens ont pris le chemin de l'exil en Europe. Et le rythme ne faiblit pas. J'ai tout perdu. La guerre ne s'arrête jamais là-bas. Il y a trop de gens tués tous les jours. C'est pas une vie. On cherche juste la liberté. J'ai besoin de rien, juste de liberté. Bonsoir. Un œil sur la planète a décidé ce soir de s'arrêter sur la Syrie. Cela fait hélas 5 ans que le conflit a démarré. Il s'est enlisé dans une guerre atroce qui a brisé des centaines de milliers de destins. Ces répercussions débordent aujourd'hui largement de ses frontières. L'Europe se voit même ébranlée par la crise des réfugiés. 5 ans de guerre, c'est une éternité et le bilan est édifiant. 260 000 tués, 8 millions de Syriens déplacés à l'intérieur de leur pays, 4 millions réfugiés à l'étranger. Cela veut dire qu'un Syrien sur 2 a dû quitter sa maison. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment une guerre civile dans un petit État, un tiers de la France, a-t-elle pu se transformer en conflit mondial impliquant les grandes puissances? Sans doute parce que trop d'erreurs ont été commises dès le départ de part et d'autre. Peut-être aussi parce que trop d'acteurs se sont immiscés dans le conflit. Ce soir, nous allons essayer d'y voir plus clair. Syrie, le grand aveuglement, c'est le 52e numéro d'Un œil sur la planète. Ce qu'il reste de la ville de Homs, filmé par les drones de l'armée russe. C'est à cela que ressemble la Syrie que des centaines de milliers de réfugiés ont quitté. Un pays déchiré, divisé aujourd'hui entre 4 forces distinctes. Le gouvernement contrôle 25% du territoire. La rébellion, 20%, les Kurdes au nord, 15%, et le reste est aux mains de l'État islamique. Mais quand on regarde de plus près, on réalise que les 2 tiers de la population restée en Syrie se sont regroupés dans le territoire encore contrôlé par le gouvernement syrien. Des réfugiés de l'intérieur qui fuient les combats au sol, les bombardements aériens du régime, Daesh, et on le sait moins, il fuit aussi certains groupes rebelles qui partagent la même idéologie que le groupe État islamique. Nous vous proposons ce soir un reportage très rare, au plus près de ces groupes rebelles djihadistes. Et vous allez le voir, leur ambition et leur détermination ne laissent aucun doute. C'est une scène quotidienne en Syrie, des rebelles partant à l'assaut d'une position de l'armée régulière. Des images qui interpellent. À Genève, nous allons essayer de répondre à quelques questions. Pourquoi ces djihadistes se sont-ils laissés filmer? Comment les Syriens se sont-ils fait voler leur révolution? Comment s'est-elle pour certains transformée en conflit confessionnel? Nous avons rendez-vous avec une ancienne journaliste du Monde qui a vécu 8 ans en Syrie. Bonjour Adeline. Bonjour.
Alors Adeline Chenon, vous tenez un blog sur la Syrie depuis maintenant 5 ans. Vous venez de sortir un livre intitulé Ma Syrie. Et puis vous vous êtes rendu en Syrie récemment. Pour vous, une guerre de religion en Syrie, c'est surréaliste? Complètement. C'est pas du tout ce à quoi je suis habituée et c'est pas dans la Syrie dans laquelle j'ai vécu. Ça ne se passait pas comme ça. Tout le monde connaissait la religion de tout le monde, mais c'était jamais ostentatoire et surtout jamais belliqueux. On a toujours vécu ensemble sans y penser. Donc là, actuellement, cette frénésie religieuse, c'est pas ma Syrie. Culturellement, la Syrie était un pays laïque? Complètement, complètement. Non seulement culturellement, mais politiquement. Je veux dire, c'était quelque chose de très important. C'est un sujet sur lequel on ne plaisantait pas du tout, la laïcité, mais c'était aussi c'était complètement intégré, donc c'était une évidence. Et donc maintenant, il faut à chaque fois se poser la question de qui est-ce que j'ai en face de moi, alors qu'avant, ce n'était pas une question qu'on se posait. Chrétiens, sunnites, alaouites, tout le monde cohabitait sans problème. Oui, et pour l'instant, si vous voulez, ça existe toujours, ça, mais maintenant, il y a une peur de ça. Et puis on voit par exemple sur les murs de zones où il y avait les rebelles, subitement il faut tuer tous les alaouites, ou les alaouites morts et les chrétiens à Beyrouth. Mais ça avant, il n'en était pas question. Alors je voudrais vous montrer un schéma, Adeline, pour que vous puissiez m'éclairer. Alors en fait, il s'agit d'une représentation partielle de la nébuleuse de groupes rebelles en Syrie. Alors il y a des groupes rebelles internationaux, des djihadistes internationaux, des groupes islamistes, des Kurdes, des dizaines de factions. Pourquoi a-t-on aujourd'hui autant de groupes rebelles en Syrie? Bon, si vous voulez maintenant, il n'y a plus d'idéaux. On n'est plus du tout dans une logique d'idéal. On est dans une logique qui est malheureusement financière. Donc autant de factions, autant de capacités de salaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, quand on combat en Syrie, quand on pose une action de combat, on est payé, on reçoit un salaire. Et dans un pays pauvre, après 5 ans de guerre, ça a du sens, ça, de recevoir un salaire. Donc, il y en a autant parce qu'il y a autant de villes, et à chaque fois, c'est un petit groupe qui va être payé. Qui paye? D'où vient l'argent? L'Arabie Saoudite a dépensé plusieurs milliards de dollars à financer la rébellion, donc ça c'est sûr. Les États-Unis évidemment, la Turquie, la France, nous. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'un pays étranger va vouloir envoie des enveloppes, finance, et c'est ce qui incite à la création de plusieurs groupes. C'est-à-dire qu'il faut combien? Il faut, on va dire, une centaine d'hommes et on crée un groupe et on reçoit une enveloppe? Non, il faut Comment une action d'éclat. Il faut une action d'éclat qu'on va faire passer sur Internet. Là, la première enveloppe va arriver et puis après, on va se déclarer en faction qui a l'intention de faire d'autres actions d'éclat et un salaire va arriver et tout le monde va être payé. Dans cette guerre actuellement, là, tout le monde est payé. Les salaires vont de combien à combien? Côté rebelle, de 300 à 1200 à peu près. 1200, ce sera côté État islamique avec beaucoup d'avantages en nature. Euros? Oui, ou dollars. Est-ce qu'il existe des passerelles entre les groupes? Est-ce que les djihadistes ou les rebelles vont d'un groupe à l'autre en fonction du salaire, du prestige? Écoutez, moi malheureusement, dans ma famille et mes voisins, j'en connais des gens qui sont passés d'une faction à l'autre. Donc oui, ça c'est sûr qu'il y a des passerelles, mais ce n'est pas vraiment des passerelles, c'est simplement qu'on va les payer plus dans une autre faction. Il n'y a pas forcément de contact, ils vont aller chez le plus offrant. Et puis je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on quitte l'armée, parce que l'armée c'est moitié moins cher. C'est le salaire actuellement dans l'armée, c'est entre 70 et 100 euros. Donc vous voyez que l'armée syrienne offre des salaires qui sont nettement moins attractifs en termes de marché. Au départ de la révolution syrienne, ceux qui sont descendus dans la rue réclamaient plus de droits, plus de liberté. Oui. Que sont-ils devenus? Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une rébellion modérée en Syrie? Une rébellion, vous voulez parler de l'ASL? Oui, l'armée syrienne libre qu'on a connue au début de la révolution, par exemple. Ils sont armés, donc ils sont déjà d'une modération discutable. Quand on est armé, on est moins modéré. Prenons l'exemple d'Idlib. Idlib, au départ, a été pris par l'ASL. Maintenant, il y a des écoles coraniques où les garçons et les filles sont séparés. Il y a une police de la religion qui veille à ce que vous respectiez les offices. Et le chef d'Idlib est un Saoudien qui a vécu toute sa vie en Saoudie et qui est venu pour combattre.
que reste-t-il de la SL là et surtout du rêve dont vous me parlez, de l'idéal dont vous me parlez? En tout cas, Idlib, on ne le voit pas. On n'a pas d'exemple pour l'instant concret d'un endroit où on aurait installé ce rêve, cet idéal qui a existé et qui marche. On a des combattants armés payés et puis une opposition politique à l'extérieur. Merci. Comment en est-on arrivé là? Nous vous proposons un retour sur cet enchaînement infernal depuis 2011. Attention, certaines images sont difficiles à regarder. L'histoire retiendra que la révolte en Syrie démarre à la mi-mars 2011 à Deraa, une petite ville au sud du pays. Ces manifestants réclament la libération d'enfants arrêtés et torturés pour avoir incendié une guérite de police et tagué des slogans hostiles au régime. Ces manifestations sont également l'occasion d'exprimer une exaspération envers les services de sécurité brutaux et corrompus. Comme a pu le constater Mahen Akel, il était là-bas au tout début des événements. Ce journaliste syrien est en exil depuis 3 ans à Besançon. Alaouite, comme Bachar el-Assad, il a toujours été très critique envers le gouvernement, ce qui lui a valu plusieurs séjours en prison. Très vite, dès les premières manifestations, il se rend à Deraa avec sa caméra. C'est un des premiers témoins de la révolution. Les manifestations étaient de toute évidence pacifiques. D'ailleurs, les slogans des débuts affirmaient « Nous ne voulons pas la chute du régime ». Quand les manifestations ont commencé, elles rassemblaient toutes sortes de gens. Au début, il y avait l'activiste pacifique, le citoyen qui a un problème, l'islamiste radical, tout le monde était là. Il y avait aussi d'autres préoccupations, comme des lois portant sur la propriété, les terres, les biens. Est-ce qu'il y avait des armes? Non, il n'y avait pas d'armes à ce moment-là. Moi, je n'ai pas vu d'armes. Leurs revendications allaient de l'annulation de l'état d'urgence à la libération des prisonniers, en passant par la réintégration des enseignantes qui portaient le niqab. Ça, c'est ce que réclamaient les islamistes. Les islamistes, ils sont très influents. Depuis toujours, la région de Deraa est travaillée par les frères musulmans. Ils sont interdits en Syrie depuis 30 ans, mais autorisés dans la Jordanie toute proche, située à quelques kilomètres de là. En Jordanie, ils manifestent régulièrement contre le pouvoir du roi Abdallah. Un ancien grand patron du renseignement français, spécialiste du monde arabe, connaît bien la stratégie des frères musulmans. Les frères musulmans sont un parti populiste qui s'appuie essentiellement sur un retour aux sources, aux valeurs, aux sources de l'islam en ce qui concerne les frères musulmans, pour justifier un discours politique tout à fait réactionnaire, ce qui l'a amené à recueillir les bienfaisances d'un certain nombre de pétromonarchies arabes, parce que les frères musulmans s'opposent aussi bien au nationalisme arabe qu'à la démocratie, puisqu'ils prônent un ordre régi par le Coran, par la charia. Il n'y a pas de démocratie et surtout il n'y a pas de nationalisme, pas de socialisme. Ils n'ont jamais caché leur volonté d'obtenir la chute du Bachar el-Assad et du parti Baas. La réponse du régime aux manifestations du mois de mars est très brutale. Le gouverneur de la région, membre de la famille Assad, fait intervenir les forces de sécurité pour réprimer les rassemblements qui, la plupart du temps, partent des mosquées. Les premières victimes tombent sous les balles des militaires. Un usage de la force disproportionné. Ce journaliste algérien était un des rares à travailler en Syrie à cette époque-là. Je suis convaincu qu'en fait, que ce qui est à l'origine de la révolte, de la révolution syrienne, c'est pas tant le peuple que la paranoïa du régime qui l'a conduit à réagir avec une telle brutalité qu'elle a suscité la révolte.
Une paranoïa qui trouve sa source dans les années 80. À l'époque, les frères musulmans sont opposés au père de Bachar, Hafez el-Assad, lequel échappera de peu d'ailleurs à un attentat. En février 1982, les frères musulmans massacrent 300 hommes liés au régime. Les représailles sont terribles dans la ville d'Hama. L'armée syrienne extermine plusieurs milliers d'islamistes radicaux. 30 ans plus tard, les frères musulmans ont toujours ce désir de vengeance. Lors de sa première apparition officielle, Bachar el-Assad évoque devant les parlementaires l'existence d'un complot international. La Syrie fait face à un grand complot dont les tentacules s'étendent à des pays lointains, à d'autres plus proches et parfois à l'intérieur du pays. Ce discours de fermeté est une déception pour les manifestants et le sourire du président vécu comme une provocation. Il promet la levée de l'état d'urgence instauré depuis 1963 et annonce la libération de plusieurs centaines de prisonniers politiques, dont de nombreux islamistes. Mais cela ne va pas calmer la révolte. Les manifestations gagnent d'autres villes dans les semaines qui suivent. Certaines d'entre elles dégénèrent. Car des armes commencent à circuler. Comme ici à Homs, où des policiers sont pris pour cible. En quelques mois, les forces de sécurité vont elles aussi payer un lourd tribut. Les gens qui sont sortis au début dans les manifestations ne sont pas ceux qui ont pris des armes. Ceux qui ont pris les armes sont totalement différents des manifestants. Et ils se moquaient d'eux en disant « Ces idiots, ils imaginent qu'ils vont faire tomber le régime avec des manifestations ?» Ce document amateur date de juillet 2011, mais il a été curieusement passé sous silence. Il atteste d'un massacre de policiers à Hama. Il est indéniable que certaines factions de l'opposition adoptent des méthodes radicales. Mais on n'a pas voulu le voir. C'est l'avis de ce spécialiste de la Syrie, auteur d'un livre polémique sur la perception qu'a eu l'Occident de ce conflit. Il y a eu un véritable tabou. En fait, dès 2011, on peut repérer des infiltrations de groupes islamistes, mais il y avait cette fiction d'une opposition modérée, de révolutionnaires, désintéressés, et qui n'avait rien à voir avec l'islamisme. Ce qui a été mis en avant dans les médias, ce sont les désertions. Des dizaines de vidéos envahissent le net pour témoigner des défections de militaires syriens. En juillet 2011, plusieurs gradés annoncent la création de l'armée syrienne libre. أنا النقيب أيهم يحيى كردي. أنا الرقيب مهيمن عبد الناصر أرميض الطائي. جميعا انشقاقا عن كتائب ما يسمى زورا وبهتانا بالأسد. Al Jazeera, la télévision qatarienne, consacre beaucoup de son temps d'antenne aux explications détaillées des déserteurs. وبعد الشيء اللي شفناه بجرائم درعا وسوريا بالكامل غير قادر على اني اتابع بالجيش العربي السوري تحت الظروف اللي عم يمارسها الجيش في درعا وباقي المناطق. De plus en plus d'armes circulent parmi les rebelles. Nous sommes dans un des quartiers généraux de ce. C'est ce qu'a constaté à l'automne 2011 une équipe du magazine Envoyé spécial au cours d'un reportage réalisé dans les rangs de l'ASL. Vous en avez beaucoup comme ça? On en a beaucoup. Combien? Une centaine. Et elles viennent d'où? Des pays limitrophes de la Syrie. Quel pays? Je ne veux pas dire les noms. De quel pays parlait-il? On n'en saura pas plus. L'officier est aussitôt recadré par son supérieur. Non, 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 nous n'avons reçu aucune arme de l'étranger. Ces armes, on les a rapportées nous-mêmes. L'ASL était alimentée par qui? L'armée syrienne libre a été alimentée par la prise des casernes dont elle est issue, où ils avaient quand même du matériel. Il semble qu'elle ait été alimentée à travers la frontière turque aussi par un certain nombre d'apports de monarchies du Golfe et puis ensuite de pays occidentaux. Ces pays occidentaux qui, dès l'été 2011, semblent sceller le sort du président syrien. États-Unis en tête, qui impose des sanctions économiques.
Ces sanctions frappent ce régime au cœur, en interdisant toute importation de pétrole et de produits pétroliers syriens aux États-Unis et en interdisant aux citoyens américains tout commerce de ces produits. Depuis le début des événements, la France n'a de cesse de condamner sans réserve Bachar el-Assad. Le pouvoir à Damas aurait tort de croire qu'il est protégé de son propre peuple. Le président syrien a commis l'irréparable. Et la France, avec ses partenaires, fera tout ce qui est légalement possible pour que triomphent les aspirations du peuple syrien à la liberté et avec la démocratie. Il s'agit d'un nouveau revirement de la diplomatie française. Un an après son élection, à la surprise générale, Nicolas Sarkozy invite officiellement Bachar el-Assad en 2008 au défilé du 14 juillet. Celui qui fut traité en paria de la communauté internationale pour l'implication présumée de son régime dans l'assassinat du Premier ministre libanais Rafik Hariri est redevenu fréquentable. Mais avec le déclenchement des printemps arabes en 2011, le président syrien devient à nouveau pestiféré. La France, où le personnel politique a l'impression d'avoir raté le déclenchement des printemps en Tunisie et en Libye, les responsables politiques français ne voudraient pas rater un troisième printemps. Donc, et ils pensent, pour la plupart, que les choses vont se dérouler un peu comme elles se sont déroulées en Tunisie et en Libye, c'est-à-dire que le peuple syrien est réellement fatigué de la dictature et que le mouvement de contestation, en 15 jours, va balayer l'ordre ancien, comme ça s'est fait en Tunisie et en Égypte. C'est allé un peu vite en besogne, car la révolte est née dans les régions les plus défavorisées de Syrie. Dans les grandes villes du pays, les classes moyennes n'ont guère suivi le mouvement. Certes, on peut arguer du fait que ce sont des métropoles qui sont traditionnellement bien tenues par les services de sécurité, mais je crois qu'il y a une autre raison. Je crois qu'en réalité, les citadins, les urbains ont été en fait les grands bénéficiaires des politiques d'ouverture relative, en tout cas d'ouverture économique, et il n'y avait pas de raison. Ce n'était pas cette classe moyenne-là qui avait des raisons de se plaindre. Et les manifestations de masse qui ont eu lieu en Syrie sont celles en faveur du président. Des images curieusement peu relayées dans les médias occidentaux. Ces gens sont descendus dans la rue pour dire qu'ils sont prêts à sacrifier leur âme et à donner leur sang pour le président Bachar. Côte à côte, toutes les minorités, les alaouites, les chrétiens, les druzes, mais aussi bon nombre de sunnites. Tous attendent de Bachar el-Assad une protection contre l'islamisme radical. Bachar était réellement populaire. J'ai vécu 3 ans là-bas, autant que j'ai pu voir, entendre. C'était quelqu'un d'authentiquement populaire. Si des élections libres avaient été organisées, ce qui aurait été intelligent, ce qui aurait sans doute évité beaucoup d'hémoglobine, je ne suis pas le seul à penser qu'il les aurait gagnés. À Damas, l'ambassadeur de France de l'époque, Éric Chevalier, est convaincu de la solidité du régime. Mais à Paris, au Quai d'Orsay, on ne voudra pas l'entendre. Il y a eu cette fameuse réunion en juillet 2011 où Éric Chevalier, ambassadeur de France à Damas, est convoqué littéralement au Quai d'Orsay et arrive Nicolas Gallet, le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, pour lui imposer une ligne. Et cette ligne, c'est Bachar va tomber, Bachar doit tomber. Il y a quasiment un pugilat verbal. Éric Chevalier se défend. Il dit, moi je vois sur le terrain des gens qui manifestent, mais aussi des gens qui sont inquiets, les minorités chrétiennes, druzes, alaouites, etc. Faites attention, arrêtez de dire que ce régime va tomber parce qu'il ne va pas tomber. On ne veut pas entendre ce discours. On veut que Assad tombe. Et on va répéter ça pendant des semaines. Et on va répéter ça pendant des mois. Et donc Alain Juppé le répétera également. En octobre, le gouvernement français reconnaît le Conseil national syrien comme seul représentant légitime du peuple syrien. Il est présidé par l'écrivain Bourhan Galioun, qui vit en France depuis 1970. Le CNS regroupe une trentaine d'organisations politiques opposées à Bachar el-Assad. Nous sommes venus ici aussi pour discuter de notre feuille de route concernant la possibilité d'une transition démocratique et pacifique
Les membres du CNS ne sont pas connus des Syriens. Ce sont souvent des Syriens exilés depuis longtemps, des opposants syriens, et qui vont très peu en fait être sur le terrain. Il y aura quelques voyages furtifs dans les zones dites libérées, et qui vont passer en fait le plus clair de leur temps à des réunions dans les grandes capitales européennes ou à Istanbul. Adoubé très vite par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, le CNS a de drôles de statuts. Il doit changer de président tous les 3 mois. De l'aveu même de son premier dirigeant, cette règle a été fatale à l'opposition dite démocratique. Comment vous voulez qu'il émerge sur cette règle un leadership? Si chaque 3 mois, je vais changer un homme, alors qu'il n'a pas même le temps de créer des liens avec le monde, avec ni la population, ni avec les militants, ni avec les responsables de la politique internationale. Mais pour Alain Chouet, l'un des vices cachés de ce conseil, c'est surtout sa proximité avec les islamistes. On y découvre effectivement au début un certain nombre d'authentiques démocrates syriens, parce que quand même il y en a, mais qui se sont très rapidement fait marginaliser par les acteurs locaux, c'est-à-dire les Turcs, les Saoudiens et le Qatar. Randa Kassis, artiste chrétienne, aujourd'hui en exil, a fait partie de ce conseil. Elle confirme que le CNS a été dès le début un outil au service des frères musulmans. Il y avait certains qui ne comprenaient rien de tout au sein de ce conseil, qui n'ont même pas une idée tout court, hein, qui sont incultes à vrai dire, et là je peux le dire, qui ont commencé à dire et qui hurlaient et qui disaient nous voulons la Syrie islamiste, nous la voulons islamiste parce que c'est le désir des sunnites en Syrie. Les islamistes, via les frères musulmans, voulaient en fait noyauter ce conseil national? Bien sûr, ils voulaient noyauter. À vrai dire, c'est aussi l'erreur de certains opposants qui ont travaillé, qui savaient très bien ils savaient très bien le plan des frères musulmans. Qui était tout simplement noyauter ce conseil afin d'avoir le pouvoir en Syrie. C'était ça le plan. Pour son opposition aux frères musulmans, Randa Kassis sera écarté sans ménagement du Conseil national syrien. Sur le terrain, en cette fin d'année 2011, la Syrie s'est bel et bien installée dans la guerre civile. Et les atrocités se multiplient, du côté gouvernemental comme dans le camp des rebelles, qui n'hésitent plus à mettre en scène et filmer leurs exactions. Mais l'ensemble des pays occidentaux n'a qu'une obsession, le départ sans condition de Bachar el-Assad. Nous constatons, comme le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, que le régime syrien s'est livré à des crimes contre l'humanité et que la façon dont il a réprimé les manifestations populaires n'est pas acceptable. Chaque jour, le bilan des victimes des combats s'alourdit. La France rappelle alors son ambassadeur et fermera quelques mois plus tard sa représentation à Damas, une décision considérée par certains comme une erreur. On a été le premier pays à fermer notre ambassade à Damas en février 2012. Fermeture d'ambassade, ça veut dire plus de contact, ça veut dire on se prive d'yeux, d'oreilles, pour savoir ce qui se passe. La diplomatie s'est faite, à mon sens, non pas pour claquer la porte au nez des gens, mais pour maintenir au moins des portes entrouvertes. Quant aux services secrets, services spéciaux, ils sont faits pour aller dîner avec le diable, c'est-à-dire pour garder des contacts avec des gens avec lesquels il n'est pas politiquement correct de les avoir. Ce que l'on ne voit pas, c'est l'afflux de combattants étrangers. Ils viennent de partout pour rejoindre des groupes armés ou même en créer de nouveaux. Pour bénéficier de l'appui des monarchies du Golfe et obtenir du matériel de plus en plus sophistiqué, certains groupes n'hésitent pas à s'afficher comme islamistes. On a assisté à des scènes absolument surréalistes où un membre de l'opposition, qui n'est pas islamiste, qui nous dit fin 2011, début 2012, comment ça se passait. On recevait à Istanbul des enveloppes
dans lesquels il y avait 15 000 $, mais accompagné d'un mot. Il y avait 2 conditions sur cette lettre. Il fallait qu'on crée un groupe armé à consonance islamiste, et il fallait que le vendredi, eh bien, on crie Allahu Akbar, etc., qu'on filme tout ça et qu'on envoie ça à nos bailleurs de fonds koweïtiens, saoudiens et qatariens islamistes. Et elle a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on l'a fait. À partir de 2012, les djihadistes sont bel et bien là. Ils vont supplanter progressivement l'armée syrienne libre. Cette islamisation grandissante de la rébellion, ce sont les humanitaires qui l'ont décelé en premier, comme ce médecin français, Jacques Berès, qu'une de nos équipes avait suivi dans les zones tenues par l'opposition. À la fin d'une journée harassante, Jacques Berès se confie sur ce qu'il voit de plus en plus sur le terrain. On rencontre des djihadistes avec un look de djihadiste, un discours de djihadiste, une attitude de djihadiste, un raisonnement de djihadiste. Enfin, c'est charmant. Il y a des jeunes gens qui disent que Mohamed Merah de Toulouse avait raison et que c'est un exemple à suivre. C'est très préoccupant quand même. Ces signes alarmants ne changent en rien les prises de position françaises. Élu à la tête de l'État, François Hollande affiche la même volonté que son prédécesseur, voir tomber Bachar el-Assad. Le nouveau ministre des Affaires étrangères n'a pas de mots assez durs à l'encontre du président syrien. Monsieur Bachar el-Assad est un assassin. Et donc il faut qu'il quitte le pouvoir et le plus tôt sera le mieux. Quelques mois plus tard, lors d'une visite d'un camp de réfugiés syriens en Turquie, les propos de Laurent Fabius seront à nouveau sans appel. Je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. C'est dans ce contexte que le gouvernement français prendra la décision de briser l'embargo européen. Dans le secret le plus total, Paris livre des armes aux rebelles. François Hollande le reconnaîtra beaucoup plus tard dans une confidence à l'auteur de ce livre. Nous avons commencé quand nous avons eu la certitude qu'elles iraient dans des mains sûres. Pour les armes létales, ce sont nos services qui ont procédé aux livraisons. Le problème, c'est que la multiplication des groupes armés rend aléatoire la destination finale du matériel. Les quelques armes qu'on a livrées aux rebelles modérés, à peine étaient-elles arrivées sur le territoire syrien que ces pauvres rebelles se faisaient attraper. Et alors, parfois même, ils vendaient les armes parce qu'ils se disaient, de toute façon, autant se faire de l'argent plutôt que de se faire tuer. Avec le temps, l'arsenal de la rébellion est de plus en plus impressionnant. Les héros de la faction Al-Marawir, avec l'aide des forces de l'Ima al-Islam, ont pu récupérer un grand nombre de missiles anti-chars. Dans cette vidéo, ce combattant s'enorgueillit d'une belle prise de missiles anti-chars. Il nous montre ceci, de fabrication russe, mais aussi cela, de fabrication française. Ça, ce sont des missiles Milan, ils sont français. Ce sont des missiles anti-chars. Des armes qui permettent de durcir encore un peu plus les combats. Et la barbarie s'installe. Sur cette vidéo, un chef de l'ASL, considéré comme modéré, arrache le cœur d'un soldat syrien. Des images atroces destinées à terrifier les combattants de l'armée régulière. En août 2013, l'opinion publique internationale est de nouveau saisie par d'autres images. L'on y découvre les victimes d'une attaque chimique qui vient de se produire à la Ghouta dans la banlieue de Damas. On parle de centaines de morts. La condamnation est unanime. L'utilisation de l'arme chimique a toujours été pour les dirigeants occidentaux une ligne rouge à ne pas franchir. Barack Obama l'avait affirmé haut et fort un an auparavant. La ligne rouge pour nous serait que le régime déplace son arsenal chimique ou qu'il en fasse usage.
En dépit des dénégations syriennes, Laurent Fabius, en visite à Jérusalem, se montre intraitable. Le massacre chimique qui est intervenu en Syrie et dont, à l'évidence, la responsabilité est celle du régime, ne peut pas être acceptée. L'idée d'une intervention militaire occidentale fait son chemin. La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Que Bachar el-Assad possède l'arme chimique est une certitude. Des techniciens français l'ont d'ailleurs aidé à s'en doter dans les années 70. En revanche, ce qui est loin d'être établi, c'est qu'il ait pu s'en servir ce jour-là, à cet endroit-là. Les Américains vont prendre le temps de la réflexion. Ils savent que certains groupes rebelles utilisent le gaz sarin. En mars 2013, la première attaque chimique à Khan el-Assal a été commise par Al-Nosra. L'enquête de l'ONU conduite à Damas par Mokhtar Lamani l'a montré, Obama saisit au bon la proposition russe d'un contrôle international de l'arsenal chimique syrien. Washington renonce aux frappes, d'autant que plusieurs questions sur l'origine des tirs restent sans réponse. Ça introduisait, en particulier aux yeux du président des États-Unis, ce qu'on appelle en droit américain un doute raisonnable, et je pense que le président américain n'a pas voulu s'engager, comme l'avait fait Bush, sur la base d'un possible mensonge ou d'une possible incertitude dans une guerre. Alors c'est pas uniquement pour embêter le président Hollande que Obama n'y a pas été, c'est peut-être aussi parce qu'il avait, en tout cas, pas la certitude absolue que c'était le régime qui avait utilisé du chimique. Le mois suivant l'attaque, un rapport d'enquête de l'ONU confirme ses doutes. Les Nations Unies ont acquis la conviction que des armes chimiques ont été utilisées contre des civils, y compris des enfants, mais le rapport n'établit aucune responsabilité en particulier. 6 mois plus tard, une autre étude est publiée par 2 membres du MIT de Boston. Elle démontre scientifiquement que les tirs de roquettes porteuses de gaz sarin sont partis des zones rebelles, sans conclure, là non plus, sur l'identité des auteurs de ces tirs. Sur le plan diplomatique, les grandes conférences de l'ONU s'enlisent. Genève 1 en 2012 recommandait la transition politique. 2 ans plus tard, les discussions achoppent toujours sur le devenir du président Bachar el-Assad. Des membres de l'opposition syrienne dénoncent les atrocités commises dans les prisons du régime, en brandissant des photos de tortures pratiquées sur des milliers d'opposants. Les méthodes utilisées par l'armée syrienne pour déloger les rebelles sont dénoncées. Les hélicoptères de l'armée larguent des barils remplis d'explosifs sur des quartiers civils. Pour les Occidentaux, il n'y a pas à transiger. Bachar el-Assad ne fera pas partie du gouvernement de transition. Mais les Russes, comme les Iraniens, refusent de lâcher Bachar el-Assad. Ils estiment que c'est au peuple syrien de choisir son président. D'autant qu'en 2014, un nouvel acteur s'est invité dans le conflit syrien. Partis d'Irak, les guerriers de Daesh ont pris position en Syrie et leur arrivée fait basculer le conflit. La mort par décapitation du journaliste James Foley amène les Américains à bombarder pour la première fois en Syrie des positions djihadistes en septembre 2014. La France refuse de participer à ces frappes pour ne pas aider, dit-elle, le régime syrien. En quelques mois, Daesh s'empare de la cité mondialement connue de Palmyre et de 40% du territoire syrien. À l'été 2015, le régime de Bachar el-Assad est au bord du gouffre. Mais c'est sans compter sur les Russes et les Iraniens qui ne veulent pas voir la chute de leur fidèle allié. Moscou envoie ses avions. Sur le terrain militaire, le rapport de force vient de changer. Le 13 novembre dernier, les attentats de Paris provoquent un choc dans l'Hexagone. 130 victimes dans cette nuit de cauchemar. Cet acte revendiqué par l'État islamique va pousser le gouvernement français à infléchir sa position sur la Syrie.
Devant les deux assemblées réunies en congrès à Versailles, François Hollande montre du doigt l'ennemi de la France. En Syrie, nous cherchons résolument, inlassablement, une solution politique dans laquelle Bachar el-Assad ne peut constituer l'issue. Mais notre ennemi en Syrie, c'est Daesh. Pour la première fois en 5 années, la priorité du Quai d'Orsay n'est plus le départ de Bachar el-Assad. Le ministre des Affaires étrangères envisage même une collaboration avec ses troupes régulières. Les forces au sol ne peuvent pas être les nôtres, parce que ce serait complètement contre-productif, mais les forces au sol doivent être à la fois des forces syriennes de l'armée libre, des forces arabes, sunnites, et pourquoi pas, des forces du régime. 5 ans après le début des événements, Bachar el-Assad est toujours au pouvoir en Syrie. Le soutien russe lui a sauvé la mise, du moins jusqu'à présent. L'acharnement des Occidentaux et des monarchies du Golfe à le faire chuter a transformé le conflit syrien en bourbier international dont les retombées n'ont pas fini de hanter nos nuits. Fin janvier à l'ONU à Genève, s'ouvrent pour la 3e fois en 5 ans des pourparlers pour tenter de mettre fin au conflit. La presse mondiale est là, avec des interrogations très simples. Qui va parler avec qui? Quels groupes seront représentés? 2 émissaires chargés des précédentes négociations ont déjà jeté l'éponge. Celui qui s'y colle désormais est un diplomate suédois. Des guerres, il en a vu d'autres, mais il hérite cette fois du job le plus difficile au monde, et ça commence mal. En raison de fortes divergences, pour être honnête, de différents avis sur qui devrait être sur la liste, les négociations prévues pour commencer aujourd'hui, 25 janvier, ont été repoussées. La fameuse liste d'interlocuteurs invités est tenue secrète. La distinction entre rebelles modérés acceptables et rebelles terroristes reste floue. Thank you. Sama Soulad, France 2. Vous avez dit que vous ne vouliez pas donner de détails sur qui va pouvoir recevoir une invitation. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les critères d'exclusion de groupe, précisément? Merci. Non, je ne peux pas. Je peux seulement vous dire que les critères, c'est de répondre à ce que le Conseil de sécurité m'a dit et donné comme devoir, d'être le plus inclusive as possible. Thank you very much. Thank you. La gêne est palpable. Trop de questions sans réponse. Quelques jours plus tard, l'opposition armée envoie des émissaires à Genève. Une délégation agréée par l'Arabie saoudite. Les Kurdes, en première ligne contre Daesh, eux ne sont pas invités. Les entretiens vont tourner court. L'offensive du régime sur Alep conduit à la suspension des pourparlers. Si les négociations sont aussi difficiles, c'est parce que les acteurs sont nombreux. Regardez schématiquement comment s'organisent les clans. Les pro-Assad, la Russie, l'Iran, l'Irak et le puissant Hezbollah libanais. Les anti-Assad, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et bien sûr les États-Unis et la France. Pas moins de 70 pays sont impliqués de près ou de loin dans cette guerre. Alors pourquoi ? Il y a bien sûr la lutte contre Daesh qui mobilise une large coalition. Mais il y a aussi peut-être des raisons cachées, moins avouables. On l'évoque rarement, mais la Syrie occupe une place stratégique sur la route de l'énergie. Et quand il y a du gaz et du pétrole, les enjeux et les appétits sont colossaux. C'est la cible privilégiée des avions russes et de ceux de la coalition, les camions de pétrole de l'État islamique. Une contrebande d'or noir vers la Turquie qui rapporterait à Daesh 1,5 million de dollars par jour. Avec ces images, le monde entier a découvert que la Syrie est un État producteur de pétrole. Ses réserves sont bien moindres que celles de ses puissants voisins, mais sa position géographique en fait un acteur stratégique pour le pétrole, comme pour le gaz. C'est un pays stratégique parce que c'est une porte
sur la Turquie, qui est elle-même une porte sur l'Europe. C'est-à-dire que la Syrie est l'étape quasiment indispensable pour les pays du Moyen-Orient qui veulent exporter leur gaz naturel notamment vers la zone européenne, donc le marché européen. La Syrie occupe au Proche-Orient une situation unique au croisement de plusieurs gisements d'hydrocarbures. En 2009, à l'occasion d'un forum en Turquie, le président syrien dévoile la stratégie des 4 mers. La Syrie se rêve incontournable sur le marché de l'énergie. Nous faisons le lien entre la Méditerranée, la mer Caspienne, la mer Noire et le Golfe. Quand nous connectons ces 4 mers, nous ne sommes pas seulement importants au Moyen-Orient, nous devenons le centre du monde. La stratégie syrienne est de devenir un centre de transit pour le gaz et le pétrole de toute la région. Bachar el-Assad multiplie les voyages diplomatiques pour vendre son idée à tous les pays qui pourraient être intéressés. Arabie Saoudite, Turquie, Iran, Irak et bien sûr le Qatar. Dès 2009, le Qatar propose de lancer un gazoduc. Partant de son immense champ gazier de North Dome, il traverserait l'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Syrie pour aller en Turquie alimenter le marché européen. Mais à la même période, un autre projet de gazoduc est envisagé avec l'Iran. L'Islamic Gas Pipeline partirait d'Iran pour traverser l'Irak et accéder à la mer en Syrie. À la clé, l'exportation de gaz vers l'Europe à partir du littoral syrien. En juillet 2011, Damas choisit ce projet et signe avec Téhéran. Un choix qui change la donne régionale. L'Islamic Gas Pipeline va permettre d'exporter le gaz iranien sans avoir à passer par la Turquie. Aux grandes dames des autorités turques. En faisant des pipelines qui allaient passer par la Syrie sans passer par la Turquie, il est évident que ça pénalisait la Turquie. Ça change complètement les règles du jeu, ne serait-ce qu'au niveau économique. Quand vous avez par exemple un pipe qui passe chez vous, vous touchez de l'argent. Donc ça rapporte de l'argent. À 49 $. Si la Turquie s'estime logiquement lésée, selon Alain Juillet, d'autres pays voient carrément rouge. L'Arabie Saoudite et le Qatar prennent très mal l'idée d'un pipeline qui pourrait aller depuis l'Iran jusqu'à la Méditerranée et qui pourrait donc concurrencer leur livraison de pétrole. Ils vont dire, mais dans le fond, le problème c'est Bachar, donc il faut renverser Bachar. Coïncidence ou pas, c'est à partir de l'été 2011, après le choix du pipeline iranien, que la rébellion syrienne voit l'aide étrangère s'accroître. Elle monte en puissance et les combats s'intensifient. À se demander pour certains si la guerre en Syrie n'est pas aussi une guerre de l'énergie. Quand on voit aujourd'hui les alliances entre ceux qui soutiennent le gouvernement syrien et ceux qui y sont opposés, il y a une certaine corrélation avec les enjeux énergétiques. Vous avez d'un côté l'Iran, qui a réussi à obtenir son gazoduc, en tout cas par un accord avec la Syrie, qui soutient ardemment le gouvernement syrien. Et de l'autre côté, vous avez le Qatar, qui lui, justement, n'a pas réussi à convaincre le gouvernement syrien de construire son gazoduc, qui va, dès les premiers mois de la guerre civile, soutenir de manière conséquente la rébellion, en finançant par divers moyens les rebelles pour combattre le gouvernement. Donc on voit bien déjà au niveau de ces acteurs locaux, régionaux, comment les enjeux énergétiques peuvent être connectés. L'autre allié de Bachar el-Assad, Vladimir Poutine, participe aussi au grand jeu énergétique. Car guerre et affaires font bon ménage. Un contrat gazier est signé en 2013 entre la Syrie et la Russie. Une compagnie pétrolière russe décroche le droit d'explorer les fonds marins au large du port syrien de Latakié. Car la Méditerranée orientale cache dans ses profondeurs d'immenses réserves de gaz naturel, au large de la Grèce, de Chypre, d'Israël, de l'Égypte, du Liban. La Syrie ne serait pas en reste. Il y a des potentialités, on ne sait pas où, mais sur les 3500 milliards de mètres cubes que renfermerait
cette Méditerranée orientale, il est tout à fait possible qu'il y ait des enjeux ou des gisements conséquents au large de la Syrie. Et l'équation énergétique se complique un peu plus en 2015 avec la découverte de pétrole sur le plateau du Golan, une zone occupée par l'État hébreu depuis 1967. Une compagnie israélienne, Afek Oil, a commencé des forages d'exploration. Il y aurait bien du pétrole en quantité significative, reste à savoir s'il est exploitable. En cas de réponse positive, le cocktail peut devenir explosif. Toute discussion sur les frontières contentieuses d'Israël est un gros sujet, compte tenu de l'instabilité chronique de la région. Mais le point principal, c'est que cela ne deviendra pas un problème tant qu'ils ne trouvent pas de réserves importantes là-bas. S'ils trouvent beaucoup de pétrole, cela veut dire d'énormes revenus. Et là, on peut s'attendre à une aggravation du conflit. En novembre 2015, selon le quotidien Haaretz, Benjamin Netanyahou aurait testé Barack Obama sur un possible redécoupage des frontières de la région. Le chaos syrien permettant de penser différemment l'avenir du Golan, dont l'annexion par Israël n'a jamais été reconnue par les États-Unis et la communauté internationale. À cause du gaz ou du pétrole, une bonne partie des acteurs engagés dans le conflit syrien ont donc des intérêts économiques et stratégiques à défendre, pour le plus grand malheur de la population civile syrienne. Alors, comment les Syriens font-ils pour tenir le coup, pour survivre? Comment la vie s'organise malgré tout? Nos équipes se sont rendues en différents points du territoire syrien pour aller à leur rencontre. À Damas, à la fin de chaque récréation, l'hymne national résonne dans la cour d'école. Nous sommes dans un établissement pour garçons de la vieille ville, au cœur d'un quartier fermement tenu par le pouvoir. Ria Samoudi est professeur de français. Bonjour. Et aujourd'hui, sa préoccupation matinale est très éloignée de la guerre. Qu'est-ce que vous allez donner comme cours? Les pronoms relatifs, oui. C'est un texte de grammaire. Direction cette classe de première. Bonjour. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Oui. Ici, malgré le conflit, malgré les roquettes qui s'abattent régulièrement dans le quartier, l'école n'a jamais fermé ses portes. Pourtant, les ravages de la guerre, les élèves les ont souvent vus de près. Mais se lever, aller à l'école, réviser ses cours, c'est à ce quotidien ordinaire que ces adolescents choisissent de s'accrocher. On peut dire qu'on vit dans une espèce de coexistence avec la guerre. On s'y est tout simplement habitué, on n'y fait plus vraiment attention. Venir à l'école, c'est une forme de résistance. Il y a des gens qui font la guerre avec leurs armes, nous on l'a fait avec notre stylo. Pour surmonter l'impasse dans laquelle le pays se retrouve après 5 ans de guerre. Dans le souk de la vieille ville, on ne s'en douterait presque pas tant l'atmosphère paisible tranche avec l'idée qu'on peut se faire d'un conflit armé. Mais si l'on y regarde de plus près, les étagères des magasins donnent tout de même quelques indications. Ce qu'on vend le plus, c'est la tasse avec les 3 drapeaux. Celui de la Syrie, du Hezbollah et de la Russie. Et puis, celle avec la photo du président est assez populaire aussi. On en a avec Poutine également. Mais je ne peux pas vous les montrer, on est en rupture de stock. Mais l'incontournable, c'est désormais ce badge, à mettre bien en évidence au niveau du cœur. On n'aura jamais de meilleur président que Bachar al-Assad. Malgré la guerre, il a beaucoup donné pour ce pays. Si sur les étals, aucun produit ne semble manquer,
Depuis que la guerre a commencé, les prix sont en revanche prohibitifs. Pour nous en faire la démonstration, Rias, le prof de français, nous fait entrer dans une boucherie. Le prix d'un steak y a été multiplié par 6. Lui n'en achète plus qu'une fois par an. Seulement dans le jour de l'an. Pour mes enfants, oui. Des produits de luxe, dit-il, qui désormais viennent souvent de l'étranger. Avant, la viande venait d'Alep ou de Deir ez-Zor, mais les routes pour ces deux villes sont coupées, alors elle est devenue rare et très chère. En 5 ans de guerre, le pouvoir a perdu de larges pans de son territoire. Nous prenons la direction d'Alep, une des villes les plus difficiles à ravitailler. Il ne reste que cette route étroite et poussiéreuse pour faire entrer des marchandises dans l'ancienne capitale économique du pays. De la vieille ville de cette cité autrefois prospère, il ne reste qu'un champ de ruines. Voilà ce que les bombes ont fait à ce souk autrefois considéré comme le plus beau du Proche-Orient. Dans ce dédale de béton déchiqueté, un silence de mort et de temps à autre, les coups de feu des tireurs embusqués qui résonnent sur les parois. Pourtant, à 200 mètres de là à peine, les cris des enfants chassent le bruit des armes. Avant, on avait tout le temps de l'eau, de l'électricité. On dormait en sécurité. On pouvait rester le soir dans la rue. S'amuser dans la rue est pourtant devenu un jeu dangereux, même en plein jour. Une roquette est tombée ici, il y a à peine quelques semaines. L'obus a frappé cet immeuble en face. Plusieurs enfants ont été blessés. Bien sûr que j'ai peur pour mes enfants, mais ils ont de l'énergie, ils doivent la dépenser. Ils sont nés pour jouer, pas pour rester enfermés. Certains habitants se sont réfugiés dans ce quartier autrefois occupé par les touristes. Ça va faire 8 mois qu'on n'a plus d'électricité. Dans cet hôtel, cet ancien vendeur de chaussures, sa femme et ses 3 enfants occupent une chambre, sans chauffage. Viens voir le robinet. Il n'y a rien qui sort. Ils vivent de l'aide humanitaire, un carton comme celui-ci tous les 2 mois. Du boulgour, des haricots, un peu de sucre, le strict minimum. Mes enfants n'ont pas d'avenir si la guerre ne cesse pas rapidement. Parfois, j'ai même peur de les envoyer à l'école. Quel futur est-on en train de leur préparer? Parfois, mes enfants me demandent que je leur achète une petite chose, et je ne peux pas. C'est terrible à dire dans ces cas-là. Je préférerais être mort que d'avoir à leur avouer mon impuissance. Eux n'ont plus d'argent pour s'enfuir ou s'éloigner des combats. Car en Syrie, il n'y a plus de travail. Avant la guerre, Alep était pourtant le poumon économique du pays. Cette zone industrielle était une fourmilière, sillonnée chaque jour par des dizaines de milliers de travailleurs. Désormais, c'est un quartier fantomatique. Certains, pourtant, tentent de le faire revivre. Dans ce hangar glacial, des couturiers assemblent des jeans. On coud les morceaux de tissu entre eux, puis on met les boutons, les poches, et on ajoute l'étiquette « Fabriqué en Syrie ». C'est notre production. Et l'étiquette « Produit en Syrie », ce n'est pas rien. C'est fait ici, à la sueur de notre front. Et franchement, dans ces circonstances, on peut en être fier. Pour reprendre ces quartiers perdus il y a parfois des années, l'armée syrienne ne fait pas de détails. Les zones rebelles d'Alep sont régulièrement pilonnées par les hélicoptères et les avions du pouvoir. Ce jour-là, c'est un baril d'explosifs qui s'est abattu dans cette rue commerçante. Au milieu des habitants hébétés, les insurgés hurlent leur haine du président syrien. Bachar, espèce de chien, on va te retrouver, on va te faire ta fête. On va t'avoir, je te jure, sur la tête du prophète.
Un déluge de feu, parfois allié à l'arme de la faim. Les images du village de Madaya et de ses enfants décharnés ont fait le tour du monde. Longtemps privés d'aide par le pouvoir syrien et ses alliés. Mais les insurgés, eux aussi, ont usé de l'arme de la privation dans cette guerre. Les convois humanitaires restent rares, souvent bloqués par des belligérants pour qui ces considérations ne sont que rarement une priorité. De part et d'autre de la ligne de front, des milliers de familles se retrouvent bloquées, condamnées à rester, prises au piège dans l'enfer de la guerre. Ceux qui ont quitté ce cauchemar se retrouvent sur les routes de l'Europe. Une épopée épuisante, éprouvante. Beaucoup ont perdu des proches dans la guerre ou durant la traversée en mer. Les enfants découvrent leur nouveau monde. Là, c'est ma fille Zaineb, ma fille Ouda et mon fils Mohamed. On vient de Syrie. En Grèce, la police escorte leur bus jusqu'à la frontière macédonienne. Vous venez d'où en Syrie? Vous venez tous de différents coins? Nous, on vient de Damas. Ce frère vient d'Alep et lui de Homs. On vient de toutes les régions de la Syrie. Ça veut dire que tous les Syriens fuient la Syrie? Pas tout le monde, mais les habitants des régions où il y a des conflits armés sont obligés de partir pour sauver leur vie et celle de leurs enfants. Pourquoi vous êtes partis? Qu'est-ce que vous avez fui? Daesh, Bachar el-Assad, les groupes armés? On fuit quelque chose qui s'appelle la mort. On fuit la mort d'où qu'elle vienne, parce que nous voulons préserver nos enfants. Et toi, tu sais où tu vas maintenant? Vas-y, raconte. On est à la frontière macédonienne et on va prendre un bus pour aller en Serbie. En Serbie. Et toi, tu avais entendu parler de la Serbie avant? Non? Tu connaissais pas? Non, je sais pas. Et toi, tu habitais à Damas? Oui. C'était comment la vie là-bas? Un peu difficile. Un peu dur. Il y avait tout le temps des bombes. On allait à l'école qu'un jour sur 5. Un jour oui, un jour non. Mais les bombes, elles tombaient tout près de chez nous, tout le temps. Tous les jours, il y avait des bombes qui nous tombaient dessus. Il y avait des martyrs. Après, les bombes, on ne sait pas trop d'où ça venait. Elles tombaient sur les maisons. Elles tombaient sur l'école. Il y en a vraiment une qui est tombée juste à côté de l'école. Comment vous voyez les choses maintenant? Vous imaginez retourner un jour en Syrie si la guerre s'arrête? Bien sûr, tout être humain veut revenir à sa mère patrie. Nous avons quitté la Syrie avec l'espoir d'y revenir bientôt, dès que les choses se calmeront. Je souhaite que la Syrie redevienne comme avant. Tous racontent la même fatigue. Beaucoup n'ont aucune idée de ce qui les attend en Europe, mais personne n'a de doute sur la nécessité de l'exil.
Pourquoi vous êtes parti, vous? C'est la guerre en Syrie. La situation est terrible. La situation a empiré? Les gens ont faim, c'est la famine. Plus qu'avant? La population est prise en otage. Il n'y a plus rien à manger. Moi, personnellement, je ne vivais plus. La population est affamée. Et vous, vous avez fui Daesh, le régime, d'autres groupes, Jabhat al-Nusra par exemple? Ils sont tous pareils. Ils tirent tous les uns sur les autres. Tous pareils? Oui, tous pareils. Il faut attendre encore des heures dans le froid. Les autorités macédoniennes ouvrent et ferment la frontière par intermittence. Vous n'avez pas combattu, vous? Non. Non, moi je suis ingénieur. Vous êtes content de voir la Russie intervenir dans votre pays? Il y a environ 20 à 25 parties prenantes dans ce conflit armé en Syrie. La Turquie, l'Iran, la Russie, le gouvernement syrien, les Saoudiens, le Qatar, et puis ceux du Liban du Sud, le Hezbollah. Puis tous les autres comme Daesh, Jabhat al-Nusra et tous les extrémistes islamistes de l'intérieur et d'ailleurs. C'est une guerre mondiale. Absolument, c'est une guerre mondiale. Ils passent enfin en Macédoine. Une étape seulement. Car tous veulent gagner l'Allemagne ou les Pays-Bas, et la route est encore longue. L'accueil et l'intégration de ce flot ininterrompu de réfugiés en quête de sécurité est devenu pour l'Europe son plus grand défi. Des centaines de kilomètres de barbelés se dressent désormais au cœur de l'Europe qui se barricade. Cette crise des réfugiés favorise la montée des populismes. Elle risque aussi de remettre en cause le principe de libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Il est urgent de mettre fin à la guerre en Syrie.